puisse permettre de mettre en exergue tout ce qui peut concourir au règlement des conflits dans notre localité. Et ce thème vient à propos. Ma contribution ce matin va se faire en 2 étapes. La première étape, naturellement, c'est pour donner un certain nombre de visions sur la question, la contribution des élus. Dieu seul sait si nous sommes au cœur d'un certain nombre de problématiques. Mais également, à la fin de ma communication, je me ferai fort de faire des recommandations qui pourraient aider à élucider le sujet pour lequel nous sommes réunis ce matin. Les souvenirs douloureux, les graves blessures laissées par la crise électorale de 2010, les violences enregistrées à l'occasion des contestations de l'opposition politique depuis cette date à l'occasion de chaque élection ne sont malheureusement pas de nature à rassurer les Ivoiriens relativement à la tenue d'élections sans violence. En effet, les périodes qui précèdent les élections sont très anxiogènes en raison du regain des tensions, des joutes verbales entre les acteurs politiques. Toutefois, il est à noter que la démocratie et l'état de droit ont significativement évolué dans notre pays depuis l'accession au pouvoir de son Excellence Alassane Ouattara. Les élections locales et présidentielles se sont régulièrement tenues et nous nous habituons progressivement au respect des calendriers électoraux. Chacun de nous, à tous les niveaux, doit travailler pour garantir un climat électoral sans stress ni violence. Cet atelier organisé par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est une très bonne initiative. D'autant plus qu'il intervient 12 mois, soit 1 an quasiment après les élections locales. Je vais parler des élections régionales et municipales de 2023 et à 12 mois également de l'élection présidentielle d'octobre 2025. En cette période post- et pré-électorale, la question de la médiation et de la justice traditionnelle est d'une importance capitale pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre région. Je m'honore donc du choix porté sur ma modeste personne pour cette communication sur la contribution des élus dans le maintien de la cohésion sociale en période pré-électorale dans le Gontourou. Je propose d'apporter ma modeste contribution au sujet en soulignant le rôle des élus en lien avec la thématique. Comment celui-ci peut contribuer à la promotion de la cohésion sociale en période d'avant-élection, et je terminerai par quelques recommandations. Enfin, dans les échanges, je pourrais éventuellement apporter quelques réflexions sur la notion de médiation et de justice traditionnelle si le temps le permet. La contribution des élus dans le maintien de la cohésion sociale en période préélectorale. La cohésion sociale est l'un des piliers fondamentaux de la stabilité et du développement des communautés. En période préélectorale, cette cohésion est souvent mise à rude épreuve par des tensions politiques, ethniques ou même sociales. Les élus ont un rôle important dans la prévention des conflits, le renforcement des liens communautaires et la promotion de la paix. À titre personnel, c'est ce que j'ai toujours fait depuis mon engagement en politique, en tant que fils et cadre de la région, mais aussi en ma qualité de député élu depuis 2016. Cet engagement personnel qui est largement partagé par les élus, les députés, les sénateurs, les maires, les conseils régionaux et par toutes les autorités politiques est d'autant plus important que le Gontourou est une région riche de sa diversité culturelle et ethnique. Une région où cohabitent plusieurs peuples avec des intérêts parfois divergents et un destin commun. Il me faut donc à ce stade de mon propos faire la définition d'un certain nombre de termes pour permettre la bonne compréhension de ma contribution. Avant tout propos, permettez-moi, mesdames et messieurs, de faire un petit exercice de définition des termes principaux qui sont le condensé du thème et de la présente communication. Qu'est-ce qu'un élu? Au sens politique du terme, un élu est une personne choisie par voie d'élection par les citoyens d'un pays, d'une région, d'une circonscription qui en remplissent les conditions. Ce choix peut être fait à travers un vote direct. L'on parle en ce moment du suffrage universel direct. C'est le cas de l'élection du président de la République et des députés. Il y a aussi
le vote au suffrage universel indirect. C'est un système électoral dans lequel les citoyens ne choisissent pas directement eux-mêmes les élus, mais ils disent d'abord ceux qui doivent le faire à leur place. C'est le cas des maires qui sont élus par les conseillers municipaux. Les sénateurs, pour leur part, sont des élus par ce même processus indirect, mais le corps électoral est large que celui des maires. Le sénateur est donc élu par un ensemble de conseillers municipaux de plusieurs mairies d'une région et des conseillers régionaux de cette même région. Que contient la notion de conflit? En sciences sociales, un conflit est une situation conflictuelle, un état d'opposition entre personnes ou entités. Dans le cas d'espèces, le conflit peut opposer les membres d'une même entité politique ou sociale ou des membres de communautés différentes appartenant à un grand ensemble sociologique, anthropologique ou même culturel. Très généralement, le conflit est chargé d'émotions telles que la rancune, la frustration, la colère, le dégoût. Malheureusement, le conflit peut déboucher sur l'agressivité et la violence. Que recouvre la terminologie prévention? Avec ma casquette de manager qualiticien, je suis très à l'aise avec ce terme, qui est l'un des principes fondamentaux dans tous les processus de management. Ainsi donc, que l'on soit en entreprise, en famille, dans un parti politique ou dans nos villages, la prévention consiste à œuvrer pour éviter la survenance d'une situation conflictuelle qui peut mettre à mal la cohésion et la quiétude d'une communauté donnée. Autrement dit, la prévention est un ensemble de mécanismes mis sur pied pour anticiper la survenue ou la gestion des conflits dans une société donnée. Les élus, incarnation des aspirations et des choix des sociétés. Avant tout propos, il est bon de préciser que l'élu, par définition, a un ancrage politique, mais il est l'émanation et l'incarnation des aspirations de la société. Autrement dit, pour être élu, il faut être d'abord adoubé par la majorité des acteurs qui composent la société, étant entendu que c'est à la suite d'une élection que l'on acquiert le statut d'élu. On ne peut être député, maire ou président du conseil régional que si l'on a convaincu les populations par notre offre politique et notre équation personnelle. Même les sénateurs élus ou nommés obéissent à cette même logique dans la mesure où les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs au suffrage universel indirect ont été directement élus par les populations. Il en est de même pour le président de la République, qui nomme les tiers des sénateurs dans la mesure où le président de la République est le modèle achevé du modèle électoral, par excellence dans la mesure où il est élu par la totalité des populations du pays. L'un mis dans l'autre, c'est donc une obligation pour nous, les élus, d'intervenir dans la prévention ou la gestion des conflits de la société parce que nous tirons notre légitimité de cette société. Le rôle des élus dans la prévention des conflits. 1. La proximité et la confiance. Notre légitimité d'élu repose non seulement sur les élections, mais aussi sur notre capacité à incarner les aspirations de nos parents. C'est pourquoi à tout moment nous devons jouer pleinement notre rôle de médiateur entre les cercles de décision et les populations d'une part, et entre les populations elles-mêmes d'autre part. Nous pouvons le faire quand nous disposons d'une connaissance approfondie des dynamiques locales et nous pouvons ainsi anticiper les risques des conflits. 2. La sensibilisation et l'éducation des populations. Les élus, comme certains le font, doivent mettre en place des campagnes de sensibilisation sur l'importance du respect des différences politiques et ethniques. En lien avec les autorités coutumières et religieuses, nous encourageons très souvent notre jeunesse, lors des grandes occasions de retrouvailles, à tenir des discours apaisants, à promouvoir le dialogue communautaire. C'est le cas avec le tournoi de football ado que nous organisons chaque année depuis 2015. La promotion du dialogue et la participation inclusive. L'inclusivité dans la gestion politique locale. L'une des clés pour prévenir les tensions en période préélectorale est d'assurer l'inclusivité dans les processus de décision et de gestion des affaires locales. Nous devons faciliter la participation des jeunes, des femmes et des groupes marginalisés dans le débat public. Leur participation active aux côtés des élus
aux activités communautaires renforcent le sentiment d'appartenance à une communauté commune et contribuent à la cohésion sociale. 2. Le dialogue politique et intercommunautaire. La période des élections est un moment idéal pour renforcer le dialogue politique et intercommunautaire, aussi bien au plan national qu'au plan local. Je voudrais pour cela rappeler le séminaire que nous avions organisé en février dernier pour faire le bilan des élections locales de 2023 et entrevoir les bonnes perspectives pour les élections à venir. À cela s'ajoutent les nombreuses actions en faveur de la cohésion sociale entreprises par l'ensemble des élus et cadres en collaboration avec les chefs traditionnels. Comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, je voudrais faire un certain nombre de recommandations pour soutenir les propos que je viens de tenir. Recommandations pour la valorisation des modes traditionnels et de gestion des conflits. Le recours aux chefs coutumiers et aux sages. Dans le contour, nous devons réapprendre à écouter et à nous appuyer sur les chefs traditionnels afin de maintenir l'ordre et la paix. L'anthropologue africain chef Anta Diop, dans ses travaux sur les structures sociales africaines, nous enseigne que les chefs coutumiers sont des garants de la stabilité et peuvent jouer un rôle complémentaire à celui des élus dans la gestion des conflits. La promotion des solutions consensuelles. La période préélectorale est souvent marquée par des tensions liées aux rivalités politiques, ce qui est naturel. Les chefs traditionnels doivent aider, comme ils le font souvent, les élus à trouver des solutions consensuelles, ce qui peut paraître relever que de la politique peut rapidement trouver solution dans les traditions. La neutralité politique des chefs traditionnels. Nos chefs qui eux-mêmes sont de très grands stratèges politiques au plan traditionnel, ont toujours fait preuve de neutralité lorsqu'il s'agit de choix et de combats politiques de leurs enfants que nous sommes. C'est ce que recommande leur statut. Cependant, j'invite nos sages à ne pas garder le silence devant des choix arbitraires, devant les injustices, ou lorsque les propos tribalistes et haineux sont proférés par des acteurs politiques au nom d'un quelconque combat idéologique ou partisan. Aucun sacrifice de ces chefs qui nous l'enseignent, c'est de trop, c'est la famille qui est en danger. La collaboration avec les RDS et les institutions de l'État. Nous avons la responsabilité de collaborer étroitement avec les forces de sécurité et les institutions pour anticiper les troubles éventuels. Nous devons veiller à ce que le climat de sécurité soit maintenu tout en respectant les droits et libertés des citoyens. La mobilisation des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile jouent un rôle clé dans le renforcement de la cohésion sociale. Nous devons les soutenir et les encourager dans leurs initiatives de formation, d'éducation civique et de promotion de la paix. Le soutien à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Les jeunes, lorsqu'ils sont occupés par des activités qui leur permettent de se prendre en charge, de s'éduquer, de se former et de s'épanouir, ne peuvent pas être manipulés pour servir de bras armés à des politiciens. Il en va de même pour les femmes qui, lorsqu'elles sont respectées dans leurs droits, lorsqu'elles sont protégées contre les violences de toute nature, lorsqu'elles disposent de moyens pour se prendre en charge socialement et financièrement, participent au renforcement de la cohésion sociale et à la paix sociale. C'est ce qui explique notre implication dans la mise en place de la Fédération des groupements et associations féminines du Contogo et bientôt de la mise en marche de l'initiative Maison des jeunes et de l'entrepreneuriat des jeunes à Bandungu. À côté de ces initiatives, nous intervenons dans l'éducation et la formation des jeunes et proposons des formations diplômantes aux étudiants de la région et aux personnes qui souhaitent poursuivre des formations universitaires. Tout cela en soutien aux efforts du gouvernement. Pour conclure, en période préélectorale, le rôle des élus dans le maintien de la cohésion sociale est essentiel pour prévenir les tensions et garantir des élections pacifiques. Dans une région comme le Contogo, marquée par sa diversité culturelle et ethnique, les élus doivent jouer le rôle de médiateurs, de facilitateurs de dialogue et de promoteurs de la paix. En s'appuyant sur nos valeurs traditionnelles de médiation et de justice, ainsi qu'une collaboration étroite avec les autorités administratives, politiques, chefs traditionnels et guides religieux, avec les jeunes et les femmes, nous pouvons contribuer
ensemble à renforcer la cohésion sociale et à garantir un climat serein pendant des périodes sensibles. Dans notre contexte social et culturel, la médiation et la justice traditionnelle jouent un rôle prépondérant dans la résolution pacifique des conflits. Elles sont le socle même de la cohésion qui a longtemps permis aux communautés de vivre en harmonie sur la terre du Bambougou, du Gontouo et du Zanzan. Je vous remercie pour votre aimable attention. En même temps, représentant les retraités, parce que chaque fois qu'on tient les discours, on parle des femmes, on parle des gens. Lorsque j'ai écouté l'honorable, vraiment, je suis moi-même épaté, mais il y a un volet qui me permet d'intervenir tout en considérant que les élus sont eux-mêmes la matière à conflit. Que prévoit l'honorable en ce qui concerne les élus eux-mêmes? Voilà ma petite question. Si je veux préciser, je dis bien, voilà, j'explique. C'est deux élus qui s'affrontent sur le terrain en matière politique, bien entendu, les élections. Honorable candidat, moi je suis candidat, je suis élu. Du coup, il y a des gens derrière moi, et il y en a derrière. Les chefs à leur côté, ils s'occupent de ceux qui sont derrière les élus. Mais les élus eux-mêmes, je disais, ils sont eux-mêmes la matière des conflits. Parce qu'il faut que je vienne faire la campagne pour qu'on me suive. Honorable fait la campagne, il est suivi. Mais après les élections, je gagne. Qu'est-ce qui se passe entre Honorable et moi? Je crois que c'est compris, non, Honorable? Merci. Je pense que ce n'est pas juste de dire que les élus sont le ferment des conflits. Les élus peuvent être des acteurs de conflits. Parce que le dire de cette façon, c'est à croire que tous les conflits qui naissent sont l'émanation des élus. Ce qui n'est pas juste. On assiste à des conflits communautaires. On assiste à des conflits ethniques. Est-ce le fait forcément des élus? Non. Je comprends ce qu'il dit. Qu'il peut y avoir des conflits entre élus. Mais ce n'est pas des conflits. C'est des joutes verbales qui peuvent déboucher, parce que la limite est très mince, qui peuvent déboucher sur des conflits. Parce que le fondement d'un élu, le fondement d'une action politique, c'est un programme. Quand quelqu'un aspire à être élu et qu'il vient rencontrer les populations, il leur présente ce qu'il a envie de faire pour eux. Quand moi je suis candidat et que je m'engage pour les élections législatives, quand je viens rencontrer les populations, je leur dis ce que je compte faire par le truchement de mon parti pour les populations. Si quelqu'un d'autre qui est d'un autre parti politique vient, ça peut s'apparenter à des conflits, mais c'est des joutes. Mais c'est là qu'on fait appel à la régulation des populations. Les populations, vous êtes l'arbitre. À l'aune d'une élection, une voix est une voix. Quand je viens pour voter, ma voix n'est pas supérieure à votre voix. Donc, qui réglemente, qui régularise les élections? Ce sont les populations. Donc, votre rôle est prépondérant, votre rôle est déterminant. Ce que je peux dire, et sur lequel vous parlez, dire que les conflits peuvent naître des élus. C'est possible. C'est possible qu'à un certain niveau, les élus peuvent être des ferments. On peut le dire comme ça. Peuvent être les ferments qui attisent les conflits. Mais je dois dire que ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est là encore que je reviens pour dire que vous êtes les populations et notre rôle, et le rôle de tout le monde, c'est de vous sensibiliser pour que vous sachiez la limite. Parce que nous sommes dans une communauté de destin. À Bambougou, il y a 16 communautés qui vivent parfois en harmonie depuis des décennies. Le rôle de l'élu, c'est de renforcer la communauté. Le rôle de l'élu, c'est d'apporter un mieux-être à la communauté. C'est ça la politique. La politique, quand on s'engage à la politique, c'est un sacerdoce pour se mettre à la disposition des problèmes de la communauté. Quand le président de la République s'engage à être président de la République, il a un programme pour les populations, pour les communautés, pour leur bien-être. C'est pourquoi il s'engage. Donc, à la base de la politique est très noble. Naturellement, dans toute organisation humaine, il peut y avoir des déviations. Il peut y avoir des candidats qui peuvent ne pas avoir d'argument, et on assiste à ça, je l'ai dit dans mon propos. Il peut y avoir des candidats qui viennent pour compétir, qui n'ont même pas d'argument vis-à-vis
mais qui glissent dans l'ethnique. Parce qu'ils estiment que ça peut accrocher les populations, du moins une certaine maille des populations. Et c'est la population les populations doivent être des censeurs. C'est eux qui doivent savoir où se trouve leur bonheur. Mais parce qu'en réalité, quand vous avez en face un certain nombre de personnes qui compétissent, les populations sont à même de savoir qui est capable de porter leurs aspirations. Ça, les populations ont cette intelligence de savoir que parmi nos enfants là, ceux qui sont en train de compétir là, c'est celui-là qui peut porter leurs aspirations. Parce que la vie là, le rôle, ce à quoi les populations s'attendent, c'est que les politiques amènent le développement et le bien-être pour eux. Mais quand il y a des campagnes, vous êtes capable de savoir qui peut porter nos aspirations. Parce que moi, en tant qu'élu, je vais prendre une anecdote qui va vous faire rire. Quand vous êtes élu et que vous êtes à l'Assemblée nationale, parce que là, c'est la représentation que vous faites. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, quand vous intervenez et que vous avez un brillant discours, on se pose la question, mais il est d'où? Ça veut dire quoi? Si vous envoyez un cancre, excusez-moi du terme, si votre représentant, c'est un cancre, quand il va intervenir, on va dire, mais il est d'où? On va vous assimiler tous à des cancres. Excusez-moi du terme. C'est pourquoi c'est de la représentation. Et le rôle des populations est primordial. Ce sont les populations qui doivent être les censeurs. C'est eux qui doivent orienter. C'est eux qui doivent réguler le débat politique. Pour ne pas que les politiciens viennent faire n'importe quoi. Parce que si vous commencez à faire ça, les politiciens ne feront pas n'importe quoi. Donc, je me résume. Les hommes politiques ne sont pas forcément à l'ancrage des conflits. Parce que je l'ai indiqué, il peut y avoir des conflits communautaires qui n'intéressent, où les politiques ne sont même pas, ce n'est même pas leur affaire, où ils ne sont même pas des conflits ethniques, il y a des conflits entre bouviers et éleveurs, ça ce n'est pas le rôle de l'homme politique. Donc le conflit tout court, c'est les dérèglements, le manque de communication ou les dérèglements qui peuvent exister entre les communautés et qui arrivent à la violence. Et ça, ce n'est pas forcément la question des hommes politiques. Quoique les hommes politiques, à un moment donné, comme je l'ai indiqué, peuvent contribuer, peuvent apporter, peuvent être le ferment de la désunion, mais vous êtes là, vous devrez être là pour être les censeurs, pour être les régulateurs de la société. Merci. Ouais. Je suis le représentant des Nigériens. Donc, moi, ma préoccupation, ou bien le constat que j'ai toujours fait, s'il faut parler de conflit dans les élections, comme mon frère vient de le dire, le plus souvent le vecteur, c'est elle-même qui cherche l'électorat de la population. Parce qu'il y en a certains, ils n'ont pas un programme fiable ou un programme fixe. Ils viennent vers la population sous la bannière ethnique ou bien régionale ou bien certaines choses pour alimenter les gens. Il faut voter pour moi parce que je suis de vous. Et voilà. Donc au lieu de leur expliquer un programme national, non. C'est un programme inter-individu ou bien interpersonnel. Ils vont faire. Et le plus souvent, quand il y en a à la fin, ça va découler sur certaines choses. On va dire non, moi je ne peux pas accepter parce que c'est l'autre là, le fils de notre terroir qui doit au moins nous défendre. Et si quelqu'un dit c'est lui, il va dire non, c'est parce que les élections ont été biaisées. Donc voilà un facteur. Deuxième chose, comme nous n'avons pas une certaine maturité pour faire la part des choses, ou bien, parce qu'il faut parler de lui, c'est après les élections. Donc c'est un candidat, on dit. Les candidats, s'il avait un programme pour convaincre le bien fondé de des choses, la population, afin qu'on s'adhère, mais nous n'avons pas été bien éduqués pour que nous-mêmes nous puissions faire à travers le débat, parce que chaque individu, quand il va venir se présenter devant nous, il va nous expliquer pourquoi lui il veut à ce qu'il soit élu. C'est à ce niveau nous allons faire la part des choses. Nous n'avons pas ça là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ethnie, c'est la région. C'est au moins une certaine bannière qui va nous pousser vers la personne. Donc, ce que nous voulons, des élus ou bien des candidats, qu'ils aient vers la population avec un certain bon sens. Non pas chercher à créer des tensions. Parce que le plus souvent, c'est eux-mêmes. Je vous remercie. Merci. D'abord, le candidat. Ce qui fonde la qualité d'un candidat, c'est sa capacité à proposer quelque chose en termes de projet pour prendre en compte les préoccupations des populations. Je l'ai indiqué, hein, la politique c'est ça. La politique c'est un sacerdoce et on se met à la disposition de la population pour prendre en charge leurs préoccupations et les transformer en projet de développement pour le bien-être des populations. C'est ça la finalité.
s'engager en politique, c'est ça. Donc à la base, c'est quelque chose de noble. C'est se mettre à la disposition des populations, voir comment on règle les problèmes des populations. Quand vous regardez ce que le président de la République fait en Côte d'Ivoire, vous apercevez qu'avant d'être président, il avait un projet pour la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui est en train de se réaliser en Côte d'Ivoire n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la programmation d'un certain nombre de projets qu'il est en train de mettre en œuvre. Mais pourquoi? Parce qu'avant de vouloir être candidat, il avait un projet pour la Côte d'Ivoire. Il peut advenir que des candidats, des personnes qui veulent briguer un poste, n'aient aucun projet. Et ce à quoi on assiste, mais leur projet c'est l'ethnie, leur projet c'est la tribu. Mais c'est dommage de le dire, nous sommes dans des communautés, nous sommes dans une société aujourd'hui où l'impact de la politique a fait en sorte qu'effectivement, il émerge le discours, il pourrait émerger le discours identitaire, le discours communautaire, mais vous ne pouvez rien contre ça. Mais je reviens pour dire que quand quelqu'un aspire à gérer une commune, aspire à être député, aspire à être président du conseil régional, ce que je viens de citer là, il y a des choses à faire. Ces choses à faire là, c'est un programme. Et des différents candidats ont un programme. Vous devrez pouvoir identifier, et comme je l'ai dit, c'est la population qui est le censeur. Parce que quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui se lève un matin, qui dit que lui, il veut être président du conseil régional du Contour, parce que le conseil régional du Contour, c'est un instrument de développement. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que être président du conseil régional, c'est apporter sa contribution au développement de sa région. Mais pour le faire, ça suppose qu'on a un vécu, ça suppose qu'on a une expérience. Mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu de vécu, et un matin il se lève, il dit qu'il est président du conseil régional. Mais vous êtes en train de douter de sa capacité à faire en sorte que vous puissiez être développé. Mais ça, qui doit le faire? Ce sont les populations par elles-mêmes. Parce que quand il vient là, il n'a pas de projet. Il n'a rien à proposer. S'il est d'une ethnie majoritaire, mais c'est sa tribu qu'il va mettre en avant. Mais est-ce que la tribu peut faire développer une localité ou une région ou une commune? Non. Donc il revient, c'est notre responsabilité à nous tous, nous en tant qu'élus, les chefs en tant que chefs, toutes les populations, elles doivent être à mesure de déterminer qui est capable de faire quoi pour elles. Quand vous avez un projet qui est bien structuré, vous êtes à l'aise de défendre le projet. Mais si quelqu'un vient, il dit des choses qui ne tiennent même pas la route, mais la finalité de celui qui départage, ce sont les voix. Et on arrive, on trouve des gens qui ont été élus, ils n'ont pas le profil du poste. Sur 5 ans, ils peuvent rien apporter à leur communauté, c'est 5 ans de perdu. C'est 5 ans de perdu. Donc c'est à nous-mêmes. Mais le travail revient à nous-mêmes. C'est nous qui sommes les candidats. Parce qu'aujourd'hui, les gens, certaines personnes prennent la pyramide par le haut. Des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas de parcours professionnel, on ne connaît pas leur vécu, mais un matin, ils sont à la tête de notre organisation. Si vous donnez votre pays à quelqu'un qui n'est pas capable de diriger votre pays, mais vous êtes sûr que vous n'aurez aucun projet de développement, vous n'aurez aucun projet structurant. Donc, c'est la contribution de chacun. Les conflits là, on ne peut pas les annihiler. Il faut tenir compte, il faut intégrer les conflits dans notre vie. Le tout, c'est de mettre des mécanismes pour les juguler, donc la prévention. Le tout, c'est de faire en sorte que les chefs de communauté, les chefs traditionnels, qui jouent pleinement leur rôle. Et nous, dans le Contour, nous sommes riches de notre diversité. Et cette diversité-là doit être mise au profit de la communauté, non au profit du conflit. Merci beaucoup, Laurent. On va prendre